Petit à petit, alors, les gens arriveront au fur et à mesure. Alors, bon, évidemment, Pascal, bonsoir. Est-ce que tu Bonsoir peux Calista. peut-être nous raconter ton parcours, comment tu es devenu auteur, comment ça se fait que tu t'intéresses toujours à des sujets euh, très intéressants, mais très philosophiques. Et tu sais toujours que quand on a des tables de conversation ensemble, j'ai du mal à dormir la nuit. Est-ce Bah, que écoute tu Calista, peux... tu m'envoies... Oui, vas-y. Oui, ils ne comprennent pas encore pourquoi, mais ils vont bientôt comprendre. Alors, est-ce que tu peux peut-être me toucher deux mots sur ton parcours, justement, qui tu es, d'où tu viens? Raconte-nous un petit peu comment tu es devenu auteur. Alors déjà, je suis vraiment désolé si tu n'arrives pas à dormir la nuit quand tu parles du temps ou de la réalité, ou quand tu y penses, ou après que tu as lu mes livres. J'espère que les, les personnes qui sont connectées ne vont pas s'effrayer en Non, disant non, non, moi j'ai déjà il me eu connaît. j'ai déjà. Tu sais pas ce qui s'est passé au dernier salon. Il y a des personnes qui sont passées devant la table où il y avait donc les deux livres là, L'heure du temps et l'essence du réel. Et une dame qui dit, ouh là là, non, 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 moi j'ai la migraine, ça me donne la migraine, tout ça, je veux surtout pas réfléchir à tout ça. Alors, moi, au contraire, effectivement, j'aime bien parler de ces sujets-là. Et je reconnais que c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas pourquoi je m'attaque à des sujets extrêmement difficiles. En fait, c'est peut-être voilà, par masochisme, certainement. En tout cas, je prétends pas que ce sont des chefs-d'œuvre. Je prétends pas révolutionner la pensée, mais j'aime bien en fait creuser un petit peu et en fait creuser un petit peu me permet de découvrir des choses qui sont parfois intéressantes. Parfois même, je suis surpris quand je fais des recherches. Ça a été le cas sur le sujet du temps et ça a été aussi le cas sur le sujet de la réalité. Donc, j'aime bien ces sujets-là. Je n'y étais pas prédisposé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc alors, on va commencer par le début. Je m'appelle Pascal Schreppel. J'habite un petit village en Moselle, dans le nord-est de la France. Je suis retraité d'un certain nombre de métiers de l'informatique, parce qu'en fait, quand vous avez fait une carrière informatique qui s'étale sur une trentaine d'années, vous n'exercez pas le même métier au début et à la fin. Voilà, parce que la technologie évolue. Donc, mon métier, c'était un métier bien terre à terre, les pieds bien ancrés au sol. Et puis, ça ne m'a pas empêché de réfléchir à un certain nombre de sujets. Voilà, donc ça c'est mon petit parcours. Concernant les mots, oui, j'aime bien la poésie, j'aime bien jouer avec les mots. Alors ça c'est vu dans les titres. J'aime bien les faire danser, j'aime bien quand ça chante. Voilà, j'aime beaucoup la musique, etc., etc. Donc c'était peut-être un terreau qui était assez fertile pour que je me lance dans l'écriture de ce livre après que j'ai récupéré du temps libre suite à ma retraite. Voilà. Je vais m'arrêter là pour me présenter. Et si tu veux bien, Calista, on va commencer à parler du livre. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vais peut-être vous lire la quatrième de couverture. Euh, je pense que beaucoup de choses sont dites sur la quatrième de couverture. Je persiste à penser que c'est un exercice extrêmement difficile de constituer une quatrième de couverture, un synopsis de livre, et ça m'a été confirmé par beaucoup d'auteur, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Alors, je me lance, ce n'est pas la meilleure, il y en a certainement des meilleures, mais en fait, ça reflète quand même pas mal le contenu du livre. En réalité, ce petit mot, donnant assurance et légitimité à celui qui le prononce, formule le vœu pieux d'un authentique et incontestable réel. Pourtant, que savons-nous vraiment de la réalité? C'est bien le titre de ce qui nous intéresse ce soir. Nous faisons l'expérience de notre environnement à travers ses qualités révélées par nos sens. Mais ceux-ci, à la fois si prodigieux et si fragiles, sont la première pierre d'achoppement dans la quête de l'essence du réel. Et il y en a bien d'autres. À travers un dialogue entre passionnés, découvrez comment Georges, Angie, Arnaud, Sophie, Lana et l'auteur
décortique les écueils, brise les évidences et révèle une réalité en kaléidoscope dont les multiples facettes ébranlent les certitudes et éblouissent la conscience. Arpentant un sentier de réflexion étonnante, le lecteur est invité à quelques expériences troublantes, dévoilant un nouveau champ des possibles. Alors effectivement, à l'intérieur de ce livre, j'ai inclus quelques images, en fait, qui permettent au lecteur de bien se rendre compte que nos sens peuvent nous tromper. Voilà, nos sens nous trompent. Alors, Alors, est-ce que tu justement, quand tu dis dans ton titre l'essence du réel, tu parles justement des sens qui nous permet peut-être de percevoir cette réalité ou pas? alors, je parle des deux. Je parle de l'essence du réel comme étant la nature profonde, pardonnez-moi, de la réalité dans la nature originelle de la réalité. L'essence, hein, donc c'est super, me direz-vous. Mais je parle aussi d'essence en deux mots, LES, plus loin, sens. Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai pensé avec l'essence et ce que la réalité peut révéler à notre conscience à travers l'essence, et notamment le sens de la vision. Donc, c'est Mhm. vraiment la vision qui est prépondérant dans ce livre. On va en parler plus tard d'ailleurs des cinq sens. Voilà, je te laisse continuer et puis on va commencer le vif du sujet. Voilà. Alors, que savons-nous de la réalité? Alors, j'ai tendance à dire, nous ne savons rien. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi le live. Je vous souhaite une bonne soirée. On peut s'arrêter là. Non, soyons sérieux. En fait, on n'en connaît pas grand-chose, peut-être trois fois rien, mais comme disait Raymond DeVos, trois fois rien, c'est quand même quelque chose. Voilà. Donc, nous connaissons en fait quelques bribes de notre environnement, de notre réalité, des choses qui nous entourent. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que l'on peut faire pour s'assurer qu'elle soit authentique, qu'elle soit indiscutable, qu'elle soit tangible, qu'elle soit réelle. Voilà. Alors, on parle de réalité, on parle de réel, on parle de sens. Je me suis permis, si tu es d'accord, Calista, de revenir un peu sur les définitions. Donc, je me suis plongé dans Larousse. Oui, ah oui, Monsieur il faut Larousse bien est qu'on quand même commence de très... toute façon par Voilà. expliquer ce qu'est exactement la réalité et quelle est Oui. sa limite avec l'irréel, effectivement, hein, c'est très important. Oui, je n'ai pas été jusque-là, mais effectivement, c'est une question qu'on peut Et se poser après. on va y aller Alors, je ne vais ensemble, pas commencer par Pascal. la réalité, je vais commencer par le réel. Alors, je vais Oui, commencer par vas-y. l'adjectif et on verra le substantif après. Ok, Alors, dis-nous. que nous dit Larousse? Alors, Larousse nous dit qui existe effectivement. J'ai envie de dire, on est bien avancé quand même, hein. Merci, Oui, monsieur Larousse. Alors, on poursuit. Cet adjectif vient du latin realis, qui signifie relatif aux choses matérielles. Ah, donc là, on progresse déjà d'un cran. On parle de choses matérielles, palpables, que l'on peut toucher, sentir, goûter, entendre et voir. Alors, realis est dérivé de res, R-E-S, toujours en latin, hein, qui signifie chose matérielle. Et par extension, ça signifie fait, réalité, vérité. Ouh là là, je vous entends déjà dire oh, Pascal, la tu vérité. sais bien comment ça fonctionne ici. On te laisse parler et puis on attaque. Non, mais je vous entends penser très fort. La vérité, concept philosophique, ta. Bon, vous avez raison dans un sens, mais on va y revenir, promis. Ok. Alors, parce que vérité, réalité, il y a un lien qui n'est pas évident, mais la philosophie nous met sur des pistes. On va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Hmm. Mais voilà, donc quelques synonymes de réel. Alors, je vois authentique, indéniable, indubitable, manifeste. Ouais, c'est d'ailleurs cruellement d'actualité en France. Sûr, véritable, vrai, etc. Voilà, je pense qu'on a tous bien saisi le sens de réel. Et maintenant, je vais parler de réalité. Donc, je vais de nouveau passer un petit coup de fil à Monsieur Larousse, encore lui, qui nous dit, parce qu'il est très érudit quand même, hein,
caractère de ce qui est réel. Bon, là encore, j'ai envie de dire, on est bien avancé. On a bien fait de commencer par le réel, du coup. Alors, ce substantif dont l'adjectif réel est issu peut se décliner en authenticité, évidence, existence, matérialité, vérité. Encore une fois, vérité. Voilà, donc après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez entre vérité, machin. Je vais essayer de répondre à ceux dont je suis capable de donner une réponse cohérente. Voilà, Alors, mais je on va n'ai commencer. pas, je n'ai pas toute la... On va commencer Voilà, peut-être par faire un petit tour de table, ça peut être très intéressant, bien et sûr. demander un peu aux participants, c'est quoi pour eux la réalité, hein, en 2-3 mots. Hein. Donc vraiment, qu'est-ce que pour vous la réalité? Et puis alors après, on va attaquer le vif du sujet avec Pascal et on va découvrir un petit peu tout ça. Donc Annick, c'est quoi pour toi la réalité? La réalité, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de sûr. Mais qui te dit que quelque chose de vrai est sûr? On peut se poser la question. Hein. On peut se poser la question. Donc pour toi, c'est quelque chose de vrai. C'est tout. D'emblée, je te répondrais ça, oui. Maintenant, il faut... Oui. D'emblée, je te répondrais ça. Anne-Cécile. La réalité, c'est l'ensemble des choses qui existent, mais ce qui existe, c'est pas forcément tangible, c'est pas forcément palpable. C'est pas palpable, c'est clair. Ça n'est pas forcément... Ça, c'est intéressant. Oui, mais pourquoi est-ce que quelque chose de mort ne serait pas réel? Hein? Quand on meurt, on n'est plus en existence, donc on existe. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Ça n'est on n'existe forcément... plus, on est mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu écrases un oiseau avec ta voiture, l'oiseau n'existe plus, il est mort, pourtant c'est bien réel. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui existe. Oui, mais l'oiseau, il est quand même, c'est un sujet que tu peux palper, qu'il soit vivant ou mort. Il existe, mais tu peux faire exister des choses qui ne sont de l'ordre, qui ne sont pas du réel. L'amour est une chose qui existe, mais qui n'est pas palpable. Donc, les choses irréelles peuvent exister également. Mais bien sûr, les choses non palpables, les choses qui ne sont pas des choses matérielles peuvent exister également. Oui. Mais alors, si les choses irréelles peuvent exister également, ta définition n'est pas valable. Parce que tu as dit, le réel, c'est quelque chose qui existe. Si quelque chose d'irréel peut exister aussi... Oui, mais l'existence ne tient pas forcément à la matérialité. On va bien s'amuser ce soir. Jean-Yves, Jean-Yves, c'est quoi pour toi la réalité? C'est ce qui m'entoure, en fait. C'est ce qui t'entoure. Ma réalité, c'est ce que je vis, c'est ce qui m'entoure. Que ce soit du palpable, du non palpable, des émotions, des situations. Oui. Guy. Voilà, je remets le micro. Alors, pour moi, c'est deux choses différentes, tout ça. Et je crois qu'on mélange tout. Alors, vas-y, c'est ça le but, hein, c'est un débat, Guy, hein, sinon on s'ennuierait. Bien sûr. Vas-y. Pour moi, le réel, c'est ce qui est ou existe. C'est encore un autre débat, être et exister. On va le laisser de côté pour le moment. Oui. C'est ce qui est en soi. Alors que la réalité, c'est ce qui nous unit au réel. Ce qui veut dire que nous appréhendons le réel à travers nous. Donc, c'est déjà un leurre. C'est un leurre, puisque c'est nos sens qui nous leurrent. C'est nous qui fabriquons le concept d'oiseau avec toutes nos projections mentales, etc., puisque j'ai entendu oiseau tout à l'heure. Moi, je ne sais pas si l'oiseau, il est réel, mais il est dans ma réalité, alors que le réel, pour moi, serait totalement inappréhendable, innommable. C'est quelque chose d'absolu et je ne peux pas l'appréhender. Je cherche à l'appréhender. Je ne peux appréhender que ce qui m'unit
va me unir au réel, et si moi je meurs, eh bien, tout cesse d'exister, puisque de toute façon, je n'ai plus de relation au réel. Donc, il n'y a que moi qui existe. Oui, je vois où tu Mais vas. j'attends pas un oui ou un non. Je donne mon avis. Oui, Après, non, oui, vous en je suis faites d'accord ce que avec vous toi. Quand voulez. je dis oui, c'est oui, je suis d'accord avec toi. Oui, 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 je comprends le raisonnement, oui. Stéphanie, est-ce que tu peux parler? Non, bon, Stéphanie ne peut pas parler. Alors pour moi, la réalité, si je devais définir, je dirais que c'est le résultat, à mon avis, de nos perceptions. C'est le résultat de nos perceptions individuelles, puisque la réalité varie en fonction certainement des personnes et du moment également, et du temps, hein, Pascal. La réalité varie en fonction du temps, parce qu'effectivement, voir quelque chose, peut-être dans les années 50, on voit la même chose dans notre époque, c'est pas la même réalité. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui agissent sur la réalité. Par contre, pour moi, c'est effectivement le résultat de nos perceptions, de ce que l'on peut percevoir. Pascal, éclaire-nous. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes dans ce qui a été dit. On a parlé donc de réalité matérielle et aussi de réalité immatérielle. Il est indéniable que les deux ont leur part de réalité. On ne peut pas imaginer que ce ne soit pas le cas. Là, tout de suite, Calista, tu viens de parler de perception. La perception, c'est quelque chose de fondamental dans l'appréhension de notre réalité. Parce que de la manière dont nous la percevons, nous la modelons, nous la modifions, j'ai même envie de dire, nous la construisons à l'extrême. L'intervention de Guy était très intéressante, même si j'avoue, comment dirais-je, me détacher un tout petit peu, enfin, ou même un peu beaucoup sur certains aspects de sa pensée. Quand il a parlé de vie, de mort, à la mort, tout s'arrête et notre réel disparaît. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que Guy a voulu dire, mais il peut me le confirmer d'ailleurs tout de suite, je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien compris ça? C'était un point de détail. Le point principal, c'est que le réel, il est inappréhendable. Il existe en dehors de nous. Et nous, à travers des sens, donc des leurs, nous fantasmons un réel qu'on appelle réalité. Voilà, donc là, je vous rejoins entièrement. Juste pour terminer sur l'affaire de la vie et la mort, même si notre vie disparaît, je veux dire, nos atomes ne disparaissent pas, la réalité de notre matérialité ne disparaît pas. Donc, elle est, je dirais, immuable. En tout cas, dans notre monde, sur notre plan, dans notre dimension, dans notre matérialité. Voilà, donc ça c'est juste un petit aparté. Je vais continuer, si vous voulez bien, alors les définitions, parce qu'en fait, le livre dont je suis en train de vous parler, L'essence du réel, ça va bien évidemment parler de sens. Alors, j'ai redemandé à M. Larousse de définir ce que sens voulait dire. Alors là, accrochez-vous, parce que là, il n'a pas fait dans la dentelle, je lis. Chacune des fonctions psychophysiologiques par lesquelles un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique ou chimique. Voilà, j'espère que tout le monde n'est pas parti. Alors, ça viendrait donc, ça vient du latin sensus, qui signifie sentir ou percevoir par les sens. Voilà. Donc, on a bien redéfini, recadré Larousse à la pluie, la définition de réel, la définition de réalité, la définition de sens. Guy nous a donné une définition un peu plus élaborée, un peu plus philosophique, qui me va très bien aussi. Voilà.
Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais vous parler d'un petit peu du livre, comment est-ce que le livre est né, comment est-ce qu'il a été construit. Alors, ce n'est pas, contrairement au premier livre, L'heure du temps, un essai. L'essence du réel, c'est un ouvrage que je classe dans les ouvrages de littérature générale, puisqu'en fait, je fais intervenir un certain nombre de personnages qui dialoguent. C'est un livre de dialogue. Alors, tout part d'un retour de lecture très intéressant d'un certain Georges, qui m'envoie un email en disant « Écoute, je ne peux pas te le dire dans l'email, ce serait beaucoup trop compliqué. Viens chez moi en Bourgogne, il faut que je te le dise de vive voix. » Alors, moi, je suis très intrigué, je saute dans le premier train et nous nous rencontrons chez lui à la maison en Bourgogne. Donc, je suis dans sa maison, Angie, son épouse, est présente aussi, et nous commençons à parler, et puis là, il m'explique son petit retour de lecture. Donc là, je fais juste un petit aparté sur le livre L'heure du temps. Alors, il m'explique que selon lui, il existerait d'autres manifestations du temps que nous ne pourrions pas conscientiser. Pour étayer ses dires, il prend deux exemples, la lumière et la musique. Alors, la lumière, parce qu'il n'existe qu'une toute petite partie du... Alors là, je fais un résumé très restreint de ce qui correspond à 2 ou 3 chapitres dans le livre. Pour la lumière, il n'existe donc qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique que nous-mêmes, humains, pouvons voir. C'est la lumière visible qui va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Tandis qu'il existe une grande partie qui demeure invisible. Pour la musique, en fait, pour les ondes sonores, c'est exactement pareil. Il y a une partie des ondes sonores qui sont audibles pour l'homme, mais une grande partie est inaudible. On parlera d'infrasons et d'ultrasons. Et par extrapolation, par extension, Georges me dit, mais le temps, c'est pareil. Pourquoi ne pas imaginer que le temps nous est visible, nous est concevable, conceptualisable, dans une certaine mesure seulement, et qu'au-delà et en deçà, on n'arrive pas à appréhender le temps. Voilà. Alors, s'ensuit une discussion très animée entre nous deux. Je trouve très intéressant ce qu'il m'explique. Et puis, je lui raconte une petite anecdote qui m'est arrivée dans le train, où une observation, finalement, m'a permis de mettre en évidence que mes sens m'ont complètement trompé. Vous la découvrirez dans le livre si jamais vous avez envie de le lire. Et je termine ma narration par ma conviction du réel a volé en éclats. Ma conviction du réel a volé en éclats. Et alors là, Georges me dit, là, on est sur un autre plan. Là, on est en train de parler de réel, de réalité. Et ça m'intéresserait beaucoup qu'on approfondisse cette question-là. Et c'est le départ du livre, si vous voulez, sur le réel et la réalité. Voilà, c'est à ce moment précis qu'a démarré notre quête, qui consistait donc à savoir comment nos sens pouvaient nous renseigner, pouvaient nous tromper, parfois lourdement, sur la réalité. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé d'approfondir la vision. Alors, il m'a dit qu'il a un ami qui s'appelle Arnaud, qui habite à quelques rues de chez lui, dans la commune voisine, qui est ophtalmologue de son état, qui a perdu la vue suite à une maladie, une rétinopathie pigmentaire, et donc qui est devenu totalement aveugle, qui a dû cesser son activité d'ophtalmologiste, et qui est donc un très bon ami à lui. Ils donnent tous les deux d'ailleurs des cours à Lyon, en fac, dans leur domaine de compétences. Il m'a dit, c'est avec lui qu'il faut qu'on aille discuter de tout ça. Et donc, nous voilà partis pour une quête sur tous les écueils que peut receler la vision sur notre appréhension de la réalité. Voilà comment démarre, ça c'est le cœur du livre, voilà comment il démarre. Et ensuite, j'égrène, si vous voulez, au fil des pages, un certain nombre de choses qui vont étayer tout ce dont nous nous doutons bien au début de cette quête. Donc, ce livre s'appuie principalement sur la vision. Pourquoi? Eh bien, je suis tombé tout à l'heure sur une citation de Platon que j'aurais pu mettre dans le livre.
Je ne l'ai pas mise. Enfin, je crois que c'est lui qui a dit. Connaître, c'est voir. Penser, c'est regarder. Réfléchir, c'est discerner. Donc là, on voit bien qu'une pensée philosophique, une réflexion d'un maître de la philosophie, comme Platon, associe en même temps sa réflexion à la vision. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dissocier le fait que notre réalité puisse totalement s'affranchir dans notre sens de la vue. Mais alors, excuse-moi, quelle est la réalité des aveugles? Ça, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant comme question. Figure-toi que, alors j'ouvre une petite parenthèse, mais on est entre nous, je peux... Ah ben oui, oui, on est là pour... On est entre nous. Ce personnage d'Arnaud m'est venu parce qu'en fait, je suis en train de transmettre à partir d'enregistrements audio un livre écrit par un ami qui est non-voyant, qui a eu la même maladie, qui voyait, qui ne voit plus. Et au fur et à mesure que je découvrais ce monde-là, qui m'était totalement inconnu, je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas énormément de différence entre un non-voyant et un voyant dans sa manière d'appréhender le monde, dans sa manière de comprendre son environnement, de comprendre son prochain, de comprendre tout ce qui se trame sur cette planète, etc., etc. Il y a d'autres moyens que les non-voyants ont de pouvoir recevoir des informations, d'autres moyens que la vision, pour qu'ils puissent appréhender le monde et finalement s'en faire une idée tout aussi précise que nous les voyons. Donc la vue n'est pas l'organe le plus important pour la réalité. Mais c'est les philosophes qui l'ont dit quand même. Pour nombre de philosophes, la vue, c'est le sens impérial. Oui, mais si tu arrives sans vue au même résultat, ça ne peut pas être le sens impérial. Alors, je ne dis pas qu'on arrive au même résultat. La vie est quand même beaucoup plus compliquée, mais pas tant que ça, parce que notre vision peut nous renseigner sur énormément de choses, peut nous apporter énormément de choses, ne serait-ce que la beauté. Quand on voit un paysage qui est d'une beauté incroyable, c'est notre vision qui nous donne accès à cette beauté. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? L'aveugle ne peut pas le voir. Mais est-ce que vous êtes... Attends, je termine juste ce que je voulais dire, mais à l'inverse, eux ne peuvent pas être trompés par leurs yeux. Voilà. Oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Parce que moi je ne suis pas certaine, en fait. Je ne suis pas convaincue que tout ce que je vois soit réel et des fois, ce que je vais voir peut être même irréel. C'est-à-dire que des fois, la réalité, on ne veut pas la voir et on s'invente un scénario qui n'est pas réel du tout, même si on a les yeux bien ouverts. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je ne suis pas certaine, je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anne-Cécile? Mais je pense comme toi. Parce que tu peux voir des choses. Si je vois un film, il n'est pas réel. C'est une imagination. Or, je peux vivre une situation dans ma famille, par exemple, au niveau personnel, au travail, peu importe. Je vais voir, je vais ressentir avec tous mes sens. Et je vais refuser justement d'accepter cette réalité-là. Donc, je vais m'en créer une autre. Donc, je ne suis pas certaine que je ne suis pas certaine. Par contre, je suis intéressée de savoir ce que les autres pensent. Guy. Mais je comprends où tu veux en venir, hein, Pascal. Je comprends que c'est la vue qui te lie au réel. Hein, parce il faut bien avoir quelque chose, il faut bien... L'objet on va du livre... laisser parler Guy et puis on t'écoutera. Oui, bien sûr. Guy. Je vais être une fois de plus le grain de sable, mais j'adore ça. Oui, comme toujours, mais c'est bien, c'est pour ça que je t'invite. Hein. Il faudrait avoir une réflexion entre vue et vision. La vue, c'est la faculté du regard, d'accord? C'est une faculté organique. La vision est une représentation mentale qu'on se fait à partir de la vue. Exemple, je reçois un coup au visage et je vois 36 chandelles. En réalité, il n'y a pas 36 chandelles. C'est simplement le choc
qui me fait une représentation mentale d'étoiles, de ce qu'on appelle, j'en ai vu 36 chandelles. C'est la rétine qui a été choquée, mais ce que je perçois, ce que je vois n'est pas… Non, ma vision me trompe. Mais c'est pas ça le plus important de ce que je voulais dire. Je suis d'accord sur le point que un voyant et un non-voyant, il n'y a pas trop de différence en fin de compte. Sur ce point-là, je suis d'accord. Mais là où je suis en désaccord, c'est qu'il n'y a pas trop de différence parce que pour moi, ils se trompent tous les deux. Autant le voyant que le non-voyant. On a l'habitude dans notre culture de citer saint Thomas, et là on peut croire que je vais vers Pascal, qui disait « je ne crois que ce que je vois ». Ça a été fondamental, on l'a tous entendu dans notre jeunesse. Or, aujourd'hui, en physique quantique, on prouve qu'on ne voit que ce que l'on croit. Et là, ça change tout. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, d'autant que j'ai consacré un chapitre pour en fait développer la dernière pensée de Guy, qui veut dire en fait. Voilà. C'est une phrase que je publie très souvent sur mon blog parce que je trouve que c'est vraiment ça. Hein. C'est tes croyances qui te limitent quelque part. Hein. Alors, pouvons-nous faire confiance… Pardon, juste un dernier mot. Il y a une différence entre le visible et le lisible. Et de par nos formatages mentaux, on tombe toujours dans le lisible, on voit un dessin, on le lit comme étant telle lettre, etc., parce qu'on est formaté. Alors que le visible, c'est tout à fait autre chose. Le visible devrait nous apporter des interrogations qui nous font avancer et non pas des réponses. Comme le tarot, Guy. Oui, hein, tout à fait, lisible et visible. Exact. Oui, alors Jean-Yves, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Jean-Yves, il faut que tu actives ton micro. Là, j'y suis arrivé. Oh, youpi. Ouais, la différence entre les gens qui en ont vu et ceux qui ne l'ont pas. À mon sens, c'est plus dans leur collection dans l'instant qu'il y a quelque chose qui va être identique ou pas, quoi. Le sens en lui-même qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, ça limite pas du tout les perceptions de l'ensemble des autres sens qui sont complémentaires. Ils sont complémentaires, oui, oui. Stéphanie, tu es là, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, alors continue Pascal, on t'écoute, raconte-nous. Écoute, juste pour conclure provisoirement, bien évidemment, sur cette idée-là, c'est que le non-voyant et le voyant tentent d'appréhender la réalité, pas exactement équivalents, ils ne sont pas exactement sur la même ligne de progression, mais ils sont loin de la réalité autant l'un que l'autre. Alors, je voudrais juste prendre un exemple. Et pour cela, je vais vous changer le fond d'écran pour que vous puissiez voir ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez cet écran? Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Alors, oui, on voit ça. Très bien. Donc, ça, c'est un exemple que vous connaissez peut-être la plupart d'entre vous. C'est l'échiquier d'Adelson. Alors, Adelson, qui est Adelson? Je crois que j'avais mis quelque chose là-dessus. Alors, c'est un neurophysiologiste, je crois, un neuroscientifique américain.
Il publie son échiquier de 25 cases gris clair et gris foncé entrecroisés en 1995, surmonté d'un surprenant cylindre vert qui projette son ombre sur le cylindre. Alors, je ne sais pas si vous le distinguez de manière assez nette. La question est d'observer les cases notées A et B pour savoir si elles sont de la même couleur, si elles sont de la même nuance de gris. Est-ce qu'elles sont identiques? Voilà. D'après vous, est-ce que les cases sont identiques? Donc, on peut faire un tour de table rapide. On pour ne voit savoir pas si- bien les lettres, Pascal. Ah, vous ne voyez pas bien les lettres. Donc, Non. c'est un petit peu compliqué. Mais En bon, fait, ça, c'est des illusions d'optique qui, oui, effectivement, mais trompent aussi. Oui, mais Trompent ça aussi. va au-delà de l'illusion d'optique. En fait, ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, on les voit complètement différentes. Les deux cases-là sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que on connaît ce qu'est un échiquier. On sait que l'échiquier, c'est les cases blanches et les cases noires qui sont entrecroisées. Et donc là, on comprend, notre cerveau comprend qu'il y a une case noire et une case blanche. Donc on va répondre non. Les cases ne sont pas identiques. Elles ont deux couleurs différentes. Il y a une blanche et une noire, ou alors une gris clair et une gris foncé. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. En réalité, si on isole les deux cases qui sont marquées A et B, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'elles sont rigoureusement identiques. Alors, effectivement, c'est une illusion d'optique. Oui, c'est Mais ça va. c'est comme ton livre qui n'est pas rouge. Le livre n'est pas rouge. Mais enfin, on va y revenir. On va y revenir. C'est pareil, c'est le même principe. C'est ça que tu Voilà. veux essayer d'expliquer, j'ai Alors, compris. cette illusion-là, que vous connaissez certainement, résulte d'un travail formidable de notre cerveau qui va tordre le cou à la réalité de la couleur. Le cerveau est constamment à la recherche de cohérence. Donc, il sait comment est construit un échiquier, et donc il va opérer un renforcement, une accentuation des contrastes pour atteindre cette cohérence. Et avant que nous puissions le verbaliser, il comprend. Le cerveau comprend avant nous, avant que nous on soit conscient qu'il comprenne. Il comprend que le cylindre projette une ombre sur l'échiquier, et donc cette ombre-là, il va la gommer, il va la réinterpréter, il va la corriger jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant pour lui. Donc là, je personnifie un peu le cerveau. Donc c'est cette machine formidable. Et en fait, il veut nous montrer ce que lui comprend. Et ce qu'il comprend, c'est que c'est un échiquier. Donc les deux cases, il y a une noire et une alors qu'en réalité, si vous prenez une paire de ciseaux, vous découpez les deux petites cases qui sont marquées A et B, vous allez vous rendre compte qu'elles ont rigoureusement la même couleur. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus oublier que nous voyons avec notre mémoire, nous savons ce que c'est un échiquier. Voilà. Que dire pour conclure sur ce point? C'est que, en fait, c'est bien notre cerveau qui décide à notre place de ce que nous devons voir. Voilà. Anne-Cécile, toi qui es médecin, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de neurophysiologie, mais bon, ce sont des exemples classiques. On ne te voit pas, Anne-Cécile. Tu peux mettre la caméra vers toi? Voilà. Voilà, je dis ce sont des exemples classiques d'illusions d'optique que je connais effectivement, et je me suis fait avoir aussi, et j'ai vérifié, et effectivement, les deux cases sont de la même couleur. Voilà, qu'en penser? Oui, c'est le cerveau fonctionne en fonction de son référentiel, et il nous influence, bien sûr, dans nos interprétations. Mhm. Donc, Guy, mais là, tu veux dire on est sur des objets concrets quand même. Un échiquier, une ombre, des... Oui. Tout à fait, mais en fait, je revendique de rester sur du concret pour montrer en fait on ne peut pas toujours et totalement faire confiance à ses yeux, à sa vision, à notre sens de la vision. Mhm. Oui, mais oui, Ça ne suffit oui. pas. Ça ne suffit pas, tout à fait d'accord. C'est le principe de l'oasis dans le désert, hein, c'est pareil. Guy, Tous les Alors, je connaissais déjà ce phénomène puisque je m'intéresse aux neurosciences, mais c'est vraiment le cas entre le lisible et le visible. C'est-à-dire qu'on a
un visible, et nous, on l'interprète comme un lisible puisqu'on est formaté par cette notion de jeu d'échecs, etc. Moi, je ne sais pas si c'est un jeu d'échecs. C'est des tâches plus ou moins grises, mais c'est mon mental qui l'interprète comme un jeu d'échecs. Et donc, l'interprétant comme un jeu d'échecs, j'y vois cette différence qui, en réalité, qui peut-être dans l'absolu, dans le réel, n'existe pas, mais en tout cas qui est ma réalité de différence entre la case A et la case B, mais je ne suis pas sûr que ça soit la vérité, j'en doute fortement. Clairement, oui. Jean-Yves. Ton micro, Jean-Yves. Oui, oui, ça y est, j'y suis arrivé. Ben, c'est sûr que c'est bluffant cette notion parce qu'on voit quand même tous la même chose, des cases noires, enfin des sombres, puis des plus clairs, quoi. Donc oui, c'est bluffant. Alors ici, on est sur quelque chose de matériel, Pascal, mais qu'en est-il du reste, de notre environnement, de ce qui n'est pas matériel? Est-ce qu'une émotion est réelle? Est-ce qu'une peur est réelle? Est-ce qu'un rêve est réel? Alors, bon, on s'éloigne peut-être un petit peu de notre sujet. Je ne sais pas répondre immédiatement à cette question-là. Par contre, je voudrais aborder un deuxième point qui est en fait le point de vue, justement. Alors, je vais projeter un autre fond d'écran, si vous voulez Et bien. je te la reposerai, cette question, hein, parce que concernant le rêve, c'est important d'en parler. Je vais essayer d'y réfléchir. Mais normalement, tu avais déjà réfléchi à ça. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez ce tableau? Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'agit donc de Hans Holbein qui a peint Les Ambassadeurs. Alors, on voit deux personnages sur ce tableau. Je conçois qu'il soit peut-être pas suffisamment précis pour que vous voyiez tous les détails. Ce qui est important dans ce tableau, ce n'est pas les deux personnages, ce n'est pas l'étagère avec les objets hétéroclites qui sont derrière. C'est une espèce de chose que l'on n'arrive pas à identifier, qui est au bas du tableau, qui est incliné en biais comme ça, et qui semble ressembler à ce que beaucoup ont appelé un os de sèche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'en fait, Hans Holbein a créé, je crois que c'est le premier qui a fait ça, une anamorphose. C'est-à-dire qu'il a dessiné quelque chose qui n'apparaît que si on accepte de changer son point de vue. Alors déjà, un petit aparté. Quand l'artiste peintre fait un tableau, les gens qui passent devant le tableau sont totalement passifs. Je veux dire, voilà, ils regardent le tableau en se plaçant bien au centre, en regardant le tableau, mais il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que le tableau n'a pas d'influence directe, d'influence physique sur l'observateur. Ça dépend du tableau. Attendez, tandis que là, Holbein dit, moi, je veux que mon observateur se déplace et change de point de vue. Alors effectivement, si l'observateur change de point de vue, va se glisser presque dans le plan du tableau en regardant de bas en haut, il va voir ceci. Voilà. Il va voir que dans le bas du tableau, il s'est amusé, alors je ne connais pas l'histoire véritable de ce tableau, mais il s'est amusé à dessiner un crâne. Et ce qui ressemblait à un os de sèche quand on regardait le tableau de face, c'est en fait un crâne. Quand on regarde le tableau, quasiment dans le plan du tableau, légèrement incliné avec un angle très aigu, en regardant de bas en haut, en fait dans le sens de l'allongement de la première image. Et donc, on voit ça. Donc, c'est une anamorphose. Bon, certains d'entre vous connaissent peut-être ce… Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait, Holbein? Il veut nous dire qu'en fait, notre point de vue change
la réalité de ce que l'on voit, tout simplement. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Guy, hein, c'est ce qu'on croit, Voilà, c'est nos croyances qui font notre réalité. Hein. voilà, tout à fait. Évidemment, la croyance, l'éducation également, puisque si tu prends des Indiens, bientôt je vais faire une table de conversation avec des Indiens de Colombie, ben, ils ne vont pas percevoir les mêmes choses que nous. Hein. Si tu prends des grands chamans ou si tu prends des maîtres spirituels, ils ne vont pas percevoir la même chose que une personne qui est née à New York. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. L'éducation, l'endroit où tu es né, l'époque où tu es né, ce qui a fait, ce qui a créé tes croyances, tes principes. Hein. Mais la réalité... Le message d'Holbein est clair. Il dit changez de point de vue, c'est-à-dire déplacez-vous, hein, changez votre manière de regarder, et puis les choses vont apparaître différemment. Selon d'où je regarde et de quand je regarde, on en parlait aussi de la notion du temps tout à l'heure, oui. dans une des interventions, l'observation de la réalité est totalement différente. Tout à fait. Mais c'est le principe, c'est le principe des événements de la vie. Hein. Quand on souffre ou quand on vit un moment difficile, il faut aussi apprendre à le voir de l'extérieur, donc à le voir d'une manière différente. Hein. Et c'est aussi le principe du tarot. Hein. C'est un enseignement spirituel, la manière de voir les choses, hein, aller au-delà du symbole, aller au-delà des choses. Mais quand tu regardes un paysage, quand tu regardes un environnement, ton environnement, ma question qui n'est pas encore, enfin, je ne suis pas encore convaincue je ne l'ai pas encore bien claire. Il est réel ou il n'est pas réel? Dans notre plan, je dirais, dans notre dimension, bien sûr qu'il est réel. Bien sûr qu'il est réel. Après, nous avons appris à le voir tel que nous le voyons. Physiologiquement, déjà, on a une vision binoculaire. On a appris à voir, il y a Guy qui rit, me fait rire. on a appris à voir le relief parce qu'on a une vision binoculaire. On ne regarde pas à travers un seul œil, on en a deux. Imaginez, par exemple, Oui. qu'on ait 4 yeux, qu'on ait 8 yeux, qu'on ait une multitude de yeux, d'œils, ou d'yeux, pardon. On verrait la même réalité, mais de manière différente. Donc, la manière dont on la voit Alors n'a pas pardon, d'importance. Pascal, mais Mais moi, c'est quand même, réel, pour terminer. Ok, C'est quand ok, même mais réel. quand je fais une voyance et que je ferme mes yeux et que je vois quand même les choses, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Dans le plan dans lequel tu te trouves, c'est certainement très réel. Et qu'en est-il des autres sens? Et qu'est-ce que ces plans dont tu parles déjà à plusieurs reprises? Tu as parlé de plans. Qu'est-ce que c'est ces plans-là? De quoi tu parles? Je parle de dimension. Nous Alors sommes, raconte-nous. moi, c'est en fait, ça n'engage que moi. C'est comment j'ai compris Oui, mais un on petit parle peu de ce ton genre de livre et de ton choses-là. Donc, sujet. on parle de mon livre et j'en parle à la fin du livre. C'est-à-dire que nous sommes dans une dimension que j'appelle de volume. D'ailleurs, j'en ai aussi un petit peu parlé dans le premier livre. Nous sommes dans une dimension de volume, avec les 3 directions qui sont la ligne, le plan et le volume, c'est-à-dire la troisième dimension, la 3D, on appelle la 3D. Et donc, nous existons dans notre monde tel que nous le voyons, nous l'appréhendons, c'est un monde dans la 3e dimension, mais qui nous dit qu'il n'existe pas d'autres plans, d'autres dimensions dans lesquelles d'autres réalités existent. On Moi, n'était pas arrivé à je 5 suis dimensions, je pensais qu'on totalement était à 5 ouvert dimensions. à l'existence d'autres dimensions qui révéleraient, conditionnelles, d'autres réalités, totalement. Pourquoi ça n'existerait pas? Ok, et donc quand je meurs, ok, donc quand je meurs, ou quand je fais un voyage astral pendant la nuit, je m'endors, je pars en voyage astral, ou je rêve, hein, on va pas trop se compliquer la vie, c'est une réalité ou c'est irréel? C'est réel ou c'est irréel? Quelle est la limite? C'est ça que je veux comprendre. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de réalité matérielle. La réalité matérielle Oui, est à mettre dans le contexte de notre dimension, de notre monde physique. Voilà. ok. Maintenant, on a parlé dès le début, je pense que c'est même toi qui en as parlé, il y a aussi une réalité immatérielle. Voilà, c'est aussi une réalité, bien évidemment. D'ailleurs, mon Donc bouquin se termine. mon Mon rêve est bouquin, réel. Donc la réalité, elle a accès à la fois à la conscience et à l'inconscience.
Oui, bien sûr. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Après, c'est très difficile pour nous de l'expliquer, de l'appréhender. On va l'expliquer avec notre manière de voir les choses, notre manière d'appréhender la réalité matérielle, parce qu'on a 5 sens pour appréhender notre environnement matériel. Donc, on Et est quand alors même… pourquoi est-ce que selon toi, enfin, j'essaye de comprendre, est-ce que selon toi, par exemple, un schizophrène ou un autiste a la même réalité que nous, même s'il voit les mêmes choses? Alors là, j'ai peut-être pas la compétence pour répondre à cette question-là. Il faudrait demander aux médecins qui participent au débat de pouvoir élaborer des Anne-Cécile, éléments de réponse. Chacun a sa réalité en fonction de ses expériences. Je pense qu'on crée notre réalité, notre référentiel en fonction de nos expériences, nos sens concrets, nos sens subjectifs et nos sens objectifs. Donc, Oui, mais donc chacun notre… la question de Calista, c'était de savoir si une personne atteinte d'un syndrome ou d'une maladie… Oui, mais donc un schizophrène, il a sa propre réalité puisqu'il vit quelque chose avec un référentiel différent. Après, l'autiste, je pense aussi, a sa propre vision en fonction de son propre référentiel, de son expérience, en fonction de ses capacités. Donc, ce sont des réalités. Je pense qu'on a chacun notre réalité. donc Et les autistes et les schizophrènes. Cette réalité-là, elle est individuelle et elle est transformable. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on a un pouvoir d'action ou que les autres ont un pouvoir d'action dans notre réalité. Qui peut agir dans la réalité, Pascal? Elle n'est pas figée. Est-ce que toi, tu as un pouvoir d'action sur ta réalité? Par exemple, excuse-moi, hein, mais c'est un sujet, tu sais bien, qui ne me fait pas dormir. Donc, est-ce que si moi… Alors, que j'ai un pouvoir… la réponse est oui. Est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur ma réalité? Je veux dire, si je pense positif, d'accord, je vais transformer ma réalité, je vais attirer, je vais vibrer plus haut, je vais attirer des choses positives. Peut-être, j'en sais rien. Et si je pense négatif, je vais attirer des choses négatives. Donc, c'est la loi d'attraction. Est-ce qu'on peut changer notre propre réalité? Et est-ce que les autres ont un pouvoir d'action dans notre réalité, Alors, pour la première question, tu viens de le démontrer, effectivement. Je pense que si on a une attitude positive, on va attirer vers nous toutes les autres attitudes positives qui vont entrer en résonance avec notre attitude positive. Idem pour une attitude négative, idem pour une pensée très particulière. On va attirer à nous les gens qui ont cette même pensée très particulière. Donc, effectivement, la loi de résonance va s'appliquer là. D'ailleurs, la loi de résonance, elle est très physique, hein. Quand vous chantez à côté d'un piano, couvercle ouvert, vous terminez de chanter sur une note, et puis quand vous écoutez bien, vous entendez que les cordes se sont mis à vibrer sur cette note que vous avez juste terminé de chanter. Et elle continue de vibrer encore un certain temps. Donc voilà, la loi de résonance, c'est quelque chose de très physique et très matériel. Mais pourquoi ne pas l'appliquer aux choses immatérielles? Donc là, oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Calista. Par contre, est-ce que Donc, les autres peuvent changer? si elle est transformable, elle n'existe que dans le présent. Oui et J'avais non, dit, il j'allais t'emmerder. faudrait redéfinir ce que c'est le présent exactement. Oui, bien évidemment, en fait, là, Parce que, regarde, si moi je je pense suis que dans une… quand on parle de réalité, on parle d'un présent élargi quand même. On parle d'une situation qui a tendance à durer un petit peu. Au Non, moins parce que un si moi j'ai certain un bon temps. travail, on en parlait dans la fois où on s'est vu, enfin où on s'est parlé, si moi j'ai un bon travail et que effectivement ma réalité de ma situation actuelle, d'accord, ma réalité, j'ai un bon travail, j'ai une belle maison, etc., c'est ma réalité, ok? Et je vais travailler aujourd'hui et mon patron me vire. Il a eu un pouvoir d'action dans ma réalité. Demain, ma réalité d'hier n'est plus la même réalité que demain. Donc, la réalité n'existe que dans le présent, elle est transformable. Oui, effectivement.
Effectivement, donc les autres auraient une influence sur notre propre réalité. Voilà. Moi, je pose beaucoup de questions parce que ça m'intéresse pour le tarot, tu vois, parce que j'ai le Parfait. truc dans ma tête et donc je réfléchis par rapport au tarot. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions, Guy? Euh, Guy, il est perdu là. non, je ne suis pas perdu, mais ça part dans tellement de sens Ah ben que oui, c'est énorme, ah oui, c'est- c'est confus mais très riche. ah oui, Euh, c'est ça les débats, hein. il y avait l'abbé James Berkeley, je le cite assez souvent, qui disait « Esse est percipi », être, c'est être perçu. Et donc, ce que nous pensons que les choses sont, elles ne sont que parce que nous les percevons. La Mhm, preuve, si on ne les perçoit pas, on n'en parle même pas. C'est au-delà de notre zone d'appréhension, quel que soit le mode d'appréhension, physique, visuel, mental, etc. mhm. Et comme toute perception, on sait qu'elle est sujette à caution, comment savoir ce que les choses sont? Ça, c'est une grosse question. Ceci étant, quand j'avais une vingtaine d'années, c'est déjà loin, j'avais été passionné par un ouvrage de science-fiction qui était Le monde des non-A de Van Vogt. Et Van Vogt, au début de chacun de ses chapitres, faisait une petite citation. Et ça m'avait surpris que ce titre, Le monde des non-A, c'est-à-dire un A avec un trait au-dessus, et j'ai compris dans le livre qu'il y avait plusieurs réalités, sachant que le réel, on ne sait pas ce que c'est l'histoire d'un clone en réalité. Moi, je l'ai perçu comme ça dans ma réalité. Et il explique qu'il y a 3 principes fondamentaux. Celui de la pensée, on est dans une pensée aristotélicienne depuis 2000 ans, en gros, disons, on va dire, avec le vrai et le faux, le oui et le non, un petit peu binaire, tout ça, un petit peu simpliste. Et on sait que le monde est plus subtil que ça. On sait par ailleurs que depuis qu'il a pris une pomme sur la gueule, on pense que la physique, elle est newtonienne. Or, on sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique, qu'il n'y a pas que Newton pour expliquer le monde physique. Donc, aussi peut-être que notre réalité du monde physique, eh bien, elle est partielle. Elle est newtonienne, mais il y a d'autres réalités du monde physique. Et on a parlé un moment, oui, c'est Pascal qui en a parlé, des 3D, longueur, largeur, hauteur. On s'aperçoit que cette vision-là, elle est orthogonale. C'est bien angle droit, etc. On est passé d'un système carré, rectangulaire, avec un monde sédentaire, alors qu'avant, on était un système plutôt circulaire avec les nomades. Toujours est-il que la géométrie, eh bien, il y a d'autres géométries. Parce qu'on dit la géométrie, on pense que c'est la seule géométrie, c'est la géométrie euclidienne, et il y a une géométrie courbe de Riemann, dont on parle presque pas, si ce n'est certains physiciens ou certains fêlés du casque comme moi. Et donc, tout ça, c'est très aléatoire. Moi, le fondamental pour moi, c'est qu'on ne sait jamais ce que les choses sont. Nous ne savons que à travers nous. Et donc, si nous, on peut se changer, on peut changer notre vision du monde. Donc, on peut changer le monde. Parce que le monde, il n'existe pas en tant que nous. Il existe parce que moi, j'existe, parce que je perçois. Donc, si je me change, je vais changer mon monde. Oui. Alors, Pascal, toi, tu m'avais parlé aussi de la matière qui joue un rôle dans la réalité, justement, pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Guy.
Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Guy, effectivement, nous sommes créateurs de notre réalité. En fait, c'est ça la pensée que je crois qu'il a développée tout à l'heure. Enfin, juste qu'il vient juste de développer maintenant. La matière, oui, alors là, on retourne un petit peu en arrière. Je veux dire, on pense, enfin, on a parlé des réalités immatérielles, la réalité de l'information qui vient lors d'un rêve, la nuit, etc. Tout ceci sont des réalités pour ceux qui les vivent, de la même manière qu'une personne autiste ou schizophrène vit sa propre réalité, comme disaient les médecins. Pardonnez-moi, j'ai oublié le prénom du médecin. Anne-Cécile. Anne-Cécile, merci. Donc, je ne sais pas si c'est opportun de revenir à la matière, mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est le fameux tableau de Magritte. En juste une petite parenthèse, on ne va pas s'y attarder trop longtemps. Qu'est-ce que Magritte veut nous dire quand il nous dessine une pipe en marquant en dessous, c'est pas une pipe, ceci n'est pas une pipe. Ben, je pense qu'il veut tout simplement nous dire que nous sommes constamment dans la représentation et nous confondons l'objet avec sa représentation. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que effectivement, quand nous voyons un tableau d'une pipe, on voit un tableau qui représente une pipe. Mais on ne voit pas une pipe. Or, 99% des gens vont dire, moi je vois une pipe. Ben non, ils ne voient pas une pipe. Alors, c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire, il faut appliquer cette notion que nous ne voyons pas les choses réellement, mais nous les voyons dans la représentation de ce que nous en faisons, à quasiment tout ce que nous appréhendons avec nos sens, et dont la matière. La matière, finalement, n'y ferait pas exception. Et qu'en est-il des autres sens? Alors justement, je sais pas moi, par exemple, les odeurs, les souvenirs, est-ce que les souvenirs sont réels? Pour moi, les souvenirs n'appartiennent pas à les cinq sens. Alors, les Mais si, souvenirs, c'est si tout. si je sens une odeur qui me rappelle quelque chose quand j'étais petite, c'est un souvenir. Alors, sur ce Est-ce que c'est sujet-là, une je réalité? suis tenté de dire que si vous prenez un nourrisson ou un tout petit bébé qui vient de naître, il a un cerveau qui est vierge, il n'a pas de mémoire. On va partir, il n'a rien Enfin, il n'a pas vécu. de mémoire. Et il n'a pas de mémoire. On va partir sur le vécu. Il n'a pas encore vécu, donc il n'a pas encore de traces Oui, enfin, ça c'est toi qui visibles me dis d'un qu'il n'a pas encore sens. vécu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Fais l'effort de considérer qu'un petit bébé n'a pas vécu le nombre de choses qu'un adulte de 20 ans ou Il de a vécu 60 ans a plus qu'un vécu. adulte puisqu'il a une incarnation supplémentaire. Mais il Oui, s'en souvient pas. oui, mais bon, Il s'en souvient pas. je sais Donc, pas c'est si un c'est à mettre souvenir. sur le. Attends, je sais pas si c'est à mettre sur le même plan. Il y a Euh, Guy qui se marre. Hein. par- partons sur cette hypothèse que un bébé est vierge. Voilà. Oui, Et donc, d'accord. si on demande à un bébé de regarder l'échiquier d'Adelson, je suis persuadé qu'il va voir les deux cases de la même couleur. J'en suis persuadé, parce qu'il n'a aucun référentiel, il n'a pas l'habitude de voir les choses de son environnement, il n'a pas appris, il n'a rien dans sa mémoire à rapprocher de son observation, il n'est pas dans la représentation, il n'est pas encore dans la représentation. Nous, on ne cesse que d'être dans la représentation de ce que l'on voit par rapport à ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a emmagasiné dans notre cerveau. Alors, oui, le souvenir, bien évidemment, le souvenir, ça fait partie de notre réalité. Oui. Mhm. Mais il faut le considérer comme quelque chose qui a été fabriqué, Et qui a j'ai été. encore une petite question par rapport à ce que Guy a dit. Il a dit le bien et le mal, oui et non, La le vrai et dualité. le La dualité. exactement, la dualité. Ouais. Effectivement, c'est un peu comme l'ombre et la lumière. Est-ce que tu ne penses pas que le réel existe grâce à l'irréel? C'est quoi l'irréel? L'irréel, ce serait la négation de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, le réel, c'est ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas. Oui, mais justement, on sait que quelque chose est réel parce qu'on sait ce qui n'est pas réel. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux en dualité? Et est-ce que quelque part, comme disait tout à l'heure Guy, aucun des deux n'existe et nous, on est vraiment au centre de la lemniscate, là au milieu, en train de regarder les deux pôles et on ne sait pas bien ce qu'on fout là. Je dirais que c'est une idée intéressante.
Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais c'est une idée intéressante de savoir que nous sommes au centre d'un monde réel et puis d'un monde complètement imaginaire, voire irréel, et que finalement, on ne sait pas trop vers lequel se tourner. Voilà. On ne sait pas trop lequel est plus réel que l'autre, l'irréel ou le réel. Ça, c'est peut-être une question. Alors, on va peut-être laisser poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je pose beaucoup de questions, mais allez-y, posez les vôtres. Non, mais je reviens sur ce que tu viens de dire, mais l'irréel, à partir du moment où tu le classes, c'est qu'il a une certaine réalité, mais que si tu le confrontes au réel, c'est pas simplement il n'est pas tangible, mais il en a une réalité aussi quand même. C'est que tu le fais exister en le nommant irréel, à partir du moment où tu le nommes. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Je pense pas que tout ce qui a un nom existe. Il y a plein de choses qui existent qui n'ont pas de nom, comme la Cannes sans nom, par exemple. Oui, mais si tu dis, donne-moi un exemple de quelque chose que tu juges être irréel. Mais je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas te donner d'exemple. Je suis là pour poser des questions. Donner d'exemple, je ne peux pas te les donner puisque je ne sais pas ce que c'est la réalité encore. Je n'ai pas encore compris. Donc, oui, non, je n'ai pas encore compris. Donc, je ne peux pas. Si je ne sais pas ce qu'est un, je peux pas dire ce qu'est l'opposé. Tu comprends? Moi, je n'ai pas encore compris. Non. Toi, Guy, tu as compris? J'ai une question parce qu'il y a une chose que je n'ai pas bien entendue, pas bien compris dans ma naïveté. Tu as parlé un moment du tarot et d'une carte. Tu as dit quelque chose, tu peux répéter ce que tu as dit, que ce n'était pas nommé. Ah, j'ai dit l'arcane sans nom n'a pas de nom et elle est bien réelle. Que la carte, répète la phrase. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom. Oui, oui bon, c'est un exemple. Moi, je répète toujours au tarot, évidemment. Il a un nom. Il a un nom pour toi, puisque tu l'appelles la carte sans nom. Non, parce qu'il n'a pas de nom, il faut bien qu'on la reconnaisse. C'est ta façon de on va dire. C'est ta façon de le percevoir, donc de le nommer sans vouloir le nommer. Mais tu le nommes quand même. Je suis d'accord. Mais est-ce que des choses qui ont des noms ne pourraient pas être non plus? Tu avoues par là percevoir quelque chose dont tu dis que ça n'a pas de nom, mais ta façon d'y mettre nom, c'est de dire la carte sans nom. Exact. La carte sans nom. Exact. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas certaine que tout ce qui a un nom soit vraiment réel. Et comme par exemple notre environnement, est-ce qu'il est vraiment réel? Il a un nom, c'est notre environnement, mais est-ce qu'il est vraiment réel? On n'en sait rien toujours. Hein? Il y a de grands philosophes qui disent que tout ce qui nous entoure est illusion, on n'en sait rien. Hein? Il faut y réfléchir. Après, bon, effectivement, la science démontre d'autres choses, mais moi, je ne suis pas convaincue toujours. Alors, est-ce que des choses qui n'ont pas de nom ou qui ont un nom pourraient-elles être irréelles? Je pense que oui. Hein. Il y a plein de choses qui ont un nom qui peuvent être irréelles. Une imagination, ben, ça a un nom et ce n'est pas réel puisque c'est imaginaire, par définition. Parce que le fait, le fait de nommer les choses, finalement, selon moi, n'apporte pas un éclairage particulier sur la pertinence, l'existence de quelque chose ou d'un phénomène. J'en veux un peu pour preuve le fait que dans certaines langues, il existe des mots pour désigner quelque chose que nous ne pouvons pas retrouver à l'identique dans une autre langue. Et inversement, dans cette deuxième langue-là, on a des mots qui n'existent pas dans la troisième langue, etc. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter au fait qu'on arrive à dénommer, donc c'est réel, on n'arrive pas à dénommer, c'est irréel. Les choses existent sans qu'on ait besoin de les nommer, enfin je pense. Oui, je pense aussi. Je voudrais aussi rajouter un petit truc, c'est que Guy a parlé de physique quantique, de mécanique quantique. Et, la mécanique quantique ouvre des perspectives qui sont aussi des pistes de réflexion sur ce domaine de l'existence d'une réalité ou pas.
quand on sait que certaines expériences en physique ont un résultat qui est influencé par l'observateur, on se rend compte que la physique de l'infiniment petit n'est pas fixe, elle n'est pas immuable, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle est en constante évolution, en constant changement. Et ce n'est pas non plus parce qu'on a des résultats qui sont différents à chaque fois en fonction de l'influence d'un observateur qui est en train de faire son expérience de physique quantique, qui est en train d'observer des petites particules comme ça qui se promènent dans les appareils. On n'est pas sûr que finalement, voilà, c'est le chat de Schrödinger aussi. Peut-être que je me trompe sur l'auteur, je ne sais plus, qui est à la fois mort et vivant. Voilà. Mais tu sais pourquoi je suis comme ça tant intéressée à ce sujet, Guy? Je t'explique. Parce que si, comme Pascal vient de le dire encore maintenant, la réalité accompagne et est en perpétuel changement, d'accord? Donc, si elle évolue, comme on a dit tout à l'heure, elle est vraiment au présent, mais elle accompagne la personne qui est en perpétuel changement et elle était individuelle, ça veut dire que le tarot qui fait exactement la même chose, puisque si tu tires les cartes aujourd'hui, les cartes que tu vas tirer demain, c'est le miroir de l'âme, donc c'est exactement, ça représente ce qu'est le consultant au moment où il tire les cartes. D'accord? Donc, elles vont évoluer avec lui, ça veut dire qu'il aura un accès direct à la réalité. Et moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions. Parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Pascal, à plein de niveaux, aussi bien au niveau du développement personnel que de l'ascension spirituelle, que de la tarologie et encore plein d'autres choses ésotériques. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant. Aussi bien dans les réflexions métaphysiques, hein, c'est pareil, puisque quand l'âme quitte le corps, ben, elle va dans une autre dimension quand même, elle s'élève dans un autre plan, et est-ce qu'elle est encore réelle? Qu'est-ce qui est réel, le corps ou l'âme? Enfin, c'est très intéressant de pouvoir Alors, effectivement, on en peut parallèle avec le tarot. aborder la notion de réalité selon plein de plans différents. Et donc là, en fait, je pense que tu fais référence à la réalité selon la spiritualité. Au hasard de mes recherches, je suis tombé sur un certain nombre de définitions ou de pistes de réflexion qui ne sont pas issues de mon esprit, mais qui sont en fait des pistes de réflexion. Et donc là, j'ai pris quelques notes sur la réalité selon la spiritualité, qui serait en fait une illusion, sachant que la véritable réalité reste cachée derrière cette illusion. La spiritualité nous encouragerait à chercher la vérité au-delà des apparences. Donc je lis en fait la petite note que j'ai prise. Ouais, Et cherche à éveiller notre conscience pour aller chercher une réalité plus profonde. La réalité devient alors une projection de notre conscience. Nous sommes créateurs de notre propre réalité. Là, je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, et en fait, c'est Guy qui l'a très bien démontré. Voilà, donc ça, c'est la réalité selon la spiritualité. Alors, je ne sais pas si tu voulais aborder ce sujet-là en parlant du tarot. Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais j'ai pensé ajouter ce petit point, petite note que j'avais Il prise. y a un lien direct, comme exactement, il y a un lien direct avec un moine bouddhiste qui médite et qui va complètement ignorer la réalité extérieure pour se concentrer sur sa réalité intérieure qui est complètement différente. Et donc, oui, c'est très intéressant. Jean-Yves. Jean-Yves, ton micro, Jean-Yves. On va attendre Jean-Yves. Alors, Guy. J'avais dit dans un de nos entretiens sur le tarot, j'avais cité Alfred Korzybski, qui est le fondateur de la sémantique générale, en gros,
qui dit une phrase que je trouve extraordinaire, qui est « La carte n'est pas le territoire ». Ça rejoint Magritte rejoint Korzybski. Et chaque fois qu'on a un regard, qu'il soit visuel, mental, sur quelque chose, on cherche à explorer ce territoire. Or, on crée des cartes. Or, les cartes, ben, ça n'existe pas. C'est des vulgaires bouts de papier avec des taches qu'on perçoit plus ou moins colorées. Le tarot, c'est n'importe quoi. C'est notre regard à nous qui font que nous percevons ces taches d'un côté visible à un côté lisible, avec des symboles, avec nos perceptions, et qu'on se dirige dans notre, j'allais dire, dans ce monde-là, mais en réalité qui n'est que notre monde à nous, qui n'est que notre propre projection. Mais c'est ce que Pascal disait avec les peintures, hein, l'œuvre d'art qu'il a montrée tout à l'heure, c'est exactement pareil qu'une arcane de tarot. C'est-à-dire que tu vas voir le dessin, or il faut regarder au-delà du symbole, il faut aller plus loin. Tu vas voir ce que tu veux bien voir. Par exemple, dans le tableau, il n'y a pas d'os de sèche, il n'y a pas de crâne mortuaire, je ne sais pas comment on dit, il n'y a pas de crâne, mais on perçoit d'un certain regard quelque chose qu'on identifie qui ne sont que des taches, que des traits, comme pouvant être une sèche, et selon un autre regard, comme quelque chose pouvant être un crâne. Mais qu'en est-il de l'absolue réalité? C'est une autre question. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Je suis. Ah oui, non, on échange des avis, hein, on échange des opinions, effectivement. J'aime beaucoup cette soirée et je crois que je vais m'intéresser au livre avec un S de Pascal. Parce que oui, et regarde aussi la première sur le temps, hein, puisque ça, c'est vraiment la continuité. Oui, bien sûr. Celle du temps était très animée également. Je suis amoureux des jeux de mots, sauf que je ne les appelle pas jeux de mots. Je les appelle jeux d'esprit, J-E d'esprit, ce qui change tout. Alors, les jeux de mots, pour moi, c'est les comiques. Les jeux d'esprit, c'est une réflexion. Or, en langue des oiseaux, j'aimerais bien qu'on médite sur ces deux phrases-là. La vérité, si vous l'écrivez, la vérité, en dessous est relative. Et vous apercevez que la vérité, c'est l'anagramme parfait de relative. Amusant. Ah, bravo. Albert Einstein aurait dit la même chose, ce qui est normal, puisque Albert Einstein, lorsqu'on mélange les lettres, nous donne « rien n'est établi ». Là, je la connaissais par contre. Anne-Cécile. Mais je pense qu'on a des points communs, Pascal. Ah oui, vous en avez beaucoup. Moi qui vous connais tous les deux, j'en suis fort honoré, Guy. Merci. Anne-Cécile. Oui. Raconte-nous, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Je n'ai pas les facultés oratoires de ces messieurs, mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est la réalité des mondes invisibles. C'est ça que j'expérimente, c'est ce dont tu parles, et c'est ça c'est vrai que la question, c'est voilà. Et après, on joue sur le mot, sur la signification du mot réalité. Si on s'en tient à la res latine, évidemment, on n'est pas dans le palpable, on n'est pas dans la chose matérielle. Mais ce sont ces autres plans de réalité qui m'intéressent. C'est ceux de la symbolique, c'est ceux justement du tarot. Voilà.
Oui. Et Moi, après, je pense pas. chacun peut les aborder en fonction de ses propres, de ses propres expériences, de ce qu'il a acquis, de son référentiel, de ses connaissances, de son Ouais. vécu, de ses sens. Voilà. Moi, je pense, Pascal, que, et je pense qu'on en avait déjà parlé auparavant, le tarot serait ta réponse parce que toutes les questions que tu te poses sont dans le tarot. Hein. Et on va commencer bientôt un cursus avec Guy, justement. Ce serait chouette de vous avoir tous les deux dans mon groupe. Hein. Mais c'est vrai que non, sans rire, je pense que Je vais peut-être te décevoir, Calista, mais pour moi, le tarot, c'est oui, un jeu de je cartes. sais, Pour l'instant, oui, je sais ce bien n'est sûr. qu'un jeu de cartes. Je n'ai pas la connaissance de ce que représente le tarot pour vous-même. Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, voilà, je suis comme un enfant qui ne s'est pas fait la différence entre, enfin, je ne sais pas quoi, entre, entre une Voilà. plante, voilà, une plante potagère et puis de l'herbe pour les vaches, quoi. Eh bien, tu viendras une fois à la présentation et peut-être que je susciterai ton intérêt. Alors, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réponses dans le tarot. En tout cas, il y a beaucoup de quoi pratiquer, on va dire. Hein, de quoi pratiquer une De belle créer philosophie. une nouvelle D'écrire beaucoup de réalité livres pour toi. D'écrire beaucoup de livres pour et toi, de Pascal. créer une autre réalité. D'écrire une autre réalité, effectivement, Bah, oui. écoute, si tu me trouves un autre sujet, parce que je suis effectivement en panne et de sujets de ce type-là, hein, je suis en panne parce que pour l'instant, je n'entrevois aucun autre domaine que je pourrais tenter d'explorer, être tenté d'explorer. Donc, pourquoi pas? Peut-être que tu vas m'inspirer un domaine que je serai bientôt tenté d'explorer au travers d'un Uh-huh. troisième livre, pourquoi pas? Ah oui, oui, bien sûr. Hein, mais dans le tarot, tu vas pas en écrire 3, tu vas en écrire 10, hein, avec toutes les questions que le tarot va t'ouvrir, va te proposer. Alors, en tout cas, l'illusion, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est réelle, Anne-Cécile, à ton avis? Non, l'illusion, c'est la négation de la réalité, c'est la négation de ce qui est réellement, c'est ce qui n'est pas réellement, ce que l'on perçoit mais qui est faux. Donc, pour moi, il y a quand même une différence entre l'illusion et la réalité. Donc, Oui, mais si quand on tu met en pars même de ton échiquier, ton illusion est une autre réalité. Tu m'as non, enlevé les mots de la bouche, Anne-Cécile. non, je veux dire, il faut, non, je reste quand même assez pragmatique sur cette question-là. Ce dessin-là nous montre qu'il y a des illusions qu'on peut facilement démontrer, alors que de base, quasiment la totalité des personnes pensent que les cases sont différentes alors qu'elles sont identiques. Donc ça reste une illusion. Ce n'est pas une réalité. On parle là de l'objet physique que l'on est en train de regarder. C'est pour mettre en Mais évidence, si vous voulez, le fait que notre cerveau nous berce d'illusions constamment et il faut faire un petit effort pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Constamment. moi, j'aimerais bien comprendre, parce que c'est très important, hein, cette question. Enfin, il faut vraiment comprendre l'intérêt de ce sujet-là. Hein. D'après toi, Pascal, que- quels sont les moyens qu'on a, d'accord? Quels sont les moyens qu'on a de transformer nous-mêmes notre propre réalité? Ça dépend de ce que l'on cherche, de ce que l'on aime, de ce que l'on veut, de ce que on a décidé de croire. Il y a un chapitre, et donc Guy l'a très bien décrit tout à l'heure, un chapitre de mon livre qui est intitulé Croire, c'est voir. C'est-à-dire qu'on est capable de voir quelque chose uniquement à partir du moment où on le croit. Alors là, il y a plusieurs exemples que je donne dans le livre, notamment l'histoire du capitaine Cook, quand en fait les bateaux ont débarqué sur les îles Hawaï, ben, les gens se sont fait massacrer parce qu'ils n'étaient pas en mesure de croire ce qu'ils voyaient. Donc, ils voyaient des espèces de bateaux, bâtiments avec des gens dessus et tout, mais comme ils n'avaient jamais vu, ils ne le croyaient pas. C'est Ils se sont intéressant fait, hein, pour toi, ils ça, se sont fait Anne-Cécile. massacrer, voilà, parce qu'ils n'avaient aucune conscience du danger. Par Parce que contre, croire quelque chose qui est faux, c'est dans le même état, dans le même ordre d'idées, ordre d'esprit, c'est le voir, même si c'est faux. Nous allons le voir.
Oui, mais je pense à la maladie, par exemple, d'accord? Par rapport à Anne-Cécile qui est médecin. Donc, imaginons, prenons un peu la maladie. Si moi, je ne sais pas que je suis malade, il est quand même prouvé scientifiquement qu'à partir du moment on donne la mauvaise nouvelle à une personne qu'elle est gravement malade, sa maladie s'accélère beaucoup plus rapidement juste par le simple fait qu'elle le sait et qu'elle le croit. Oui, à l'inverse, si une personne se convainc qu'elle va guérir, elle a de bonnes chances, et ben, en tout cas, elle met plus de chances de son côté Oui. d'atteindre la guérison. Mais c'est pour ça qu'il faudrait comprendre quel pouvoir d'action on a sur notre propre réalité et par quels moyens. C'est pour ça que j'insiste. Ben, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on est chacun créateur de notre propre réalité. Je veux dire, il n'y a que nous qui nous limitons, j'ai l'impression. Si on avait conscience du pouvoir qui est en nous, on construirait une réalité qui serait beaucoup plus manifestée que ce que nous sommes capables de faire ici et maintenant. Oui, par la loi d'attraction, tu veux dire. Tu parles de loi d'attraction, de Non, là, je parle pas manifestation. je parle de la création de notre propre réalité. Il y a des personnes qui sont mentalement faibles, d'autres qui sont mentalement très puissantes. Dans le domaine de la pensée, il y a aussi des personnes qui sont capables de créer leur propre réalité. Voilà, il y a des personnes qui sont toujours dans une joie extrême, intense. Voilà, tous les réjouis, ils sont comme ça, du début à la fin de leur vie. Même, et pourtant, ces personnes-là vivent les mêmes drames que tout le monde. On est bien d'accord. Hein, il y a des deuils, il y a des accidents, des maladies, etc. Et voilà, donc on n'est pas égaux. Mais par contre, ces personnes-là sont capables de créer leur propre réalité d'un monde joyeux, alors que d'autres sont moins capables. Donc on a différents degrés de force en nous-mêmes pour créer la réalité. Donc à l'extrême, oui, on peut créer une réalité qui soit quelque chose qu'on a même du mal à imaginer. Pourquoi pas? Enfin, moi, je sais que j'y arriverai peut-être pas, mais pourquoi pas imaginer quelqu'un qui a suffisamment de force mentale, enfin là, le mental est peut-être un mot pas très bien choisi, Pour euh, réaliser son rêve, quelque pour part. réaliser sa propre réalité. Voilà. Il réalise son rêve et il le transforme l'irréel en réel. Il Tout à fait. matérialise. Tout à fait. Oui. Alors, on déborde un petit peu quand même du sujet du livre. Hein. Le sujet du livre, c'est en fait une espèce de condensé avec un dialogue à bâton rompu sur les problèmes que peuvent recéler la vision et puis d'ailleurs les autres sens aussi. J'aborde le toucher, j'aborde aussi l'ouïe qui peut en fait produire quelque chose en nous. On peut en parler là, c'est un petit peu technique, c'est les sons binauraux, voilà. Je ne vais peut-être pas en parler maintenant, mais les autres sens ne sont pas en reste en matière d'appréhension de la réalité. Il y a aussi beaucoup Et qu'est-ce que tu d'écueils. peux nous dire sur, en quelques mots, par exemple, le toucher, le goût? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sens? Euh, Tiens, l'odorat, un accident domestique qui peut arriver fréquemment, c'est de respirer des vapeurs d'eau de Javel. Quand vous respirez les vapeurs d'eau de Javel, bah, votre odorat est modifié pendant 24 heures, plus ou moins. Hein. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'exposition. Mais vous sentez plus Oui, rien. ne le faites pas, Vous hein, sentez ne le des faites pas mauvaises pour odeurs. conseiller. Non, Hein. non, vous sentez des mauvaises odeurs. Voilà, une rose aura un parfum détestable, etc. Donc, voilà, c'est juste un petit exemple. Le toucher, c'est pareil. Alors, dans le livre, il faut que je me remémore moi-même ce que j'ai écrit. Je crois que c'était... Qui c'est qui a fait ça? Donnez-moi une seconde. Alors, c'est le philosophe, voilà, l'illusion d'Aristote. L'illusion d'Aristote, en fait, euh, je ne sais pas si vous voyez. Ah non, ça passe pas bien à l'écran et on voit pas. L'illusion d'Aristote, en fait, c'est une illusion du toucher. C'est-à-dire qu'en mettant les doigts d'une certaine manière et en touchant un objet, notre cerveau nous dit qu'il y en a deux.
Alors, j'ai fait l'expérience, mais c'est bluffant. Si tu veux, Tu peux nous expliquer ça? Tu peux nous notre expliquer ça? esprit a tellement l'habitude de notre sens, de l'appréhension, du toucher avec nos mains et nos 10 doigts, que quand on touche quelque chose avec l'index et ensuite on le touche avec le majeur, on sait d'emblée situer dans l'espace les objets qu'on vient de toucher. C'est-à-dire que si on touche avec la main droite, l'objet qu'on a touché avec le majeur serait donc à droite de l'objet qu'on a touché avec l'index. Voilà, on les situe dans l'espace. On se fait une représentation spatiale des objets que l'on touche. Maintenant, vous passez votre majeur sur l'index, comme ceci, en croisant les doigts. Et vous touchez un stylo. Vous avez tous un stylo devant vous. Vous touchez le stylo comme ça. Alors ne soyez pas troublés par la vision. Fermez les yeux et touchez le stylo. C'est-à-dire que vous allez à un moment donné sentir 2 stylos. Alors j'ai fait l'expérience, ça n'a pas été immédiat, et à un moment donné, mon cerveau s'est allumé, il m'a dit, il y a 2 stylos. Voilà. C'est une illusion du toucher. Donc en fait, aucun sens n'est à l'abri. Alors, il faut prendre un peu le temps. Il y a une certaine manière de toucher. Je l'ai décrit dans le livre. Ça paraît anecdotique, mais nos sens sont tous logés à la même enseigne. Ils permettent Tu dois tous. mettre tes doigts comme ça, tu dis. Voilà, comme ça, ouais, comme ça, ouais. Et puis toucher un objet. Ou le bord d'une table. Le bord d'une table. Subitement, on va sentir 2 arêtes. 2 arêtes. Voilà. Essayez de tourner un petit peu pour voilà. Et subitement, ça va venir comme une évidence à votre esprit. Alors qu'il n'y a qu'une seule arête. Vous allez sentir 2 stylos alors qu'il n'y a qu'un seul stylo. Ça, c'est l'illusion d'Aristote. Donc, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier quand même. Mhm. Et le goût? Ben, Moi le non goût, il a tristement été rendu célèbre avec l'épidémie qu'on a connue là, de la Covid. Hein, Oui. donc, les gens qui étaient frappés d'agusie, ben, voilà. Et ça, est-ce que c'était réel, Pascal? Ils avaient l'impression de Un petit peu. manger du carton, alors que c'était un bon morceau de bœuf bourguignon. Hein. Voilà. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais non, le goût par rapport à notre réalité, à part le Covid. Ben, le goût est différent d'une personne à l'autre. Donc, chacun sa réalité du goût. On a un goût différent par rapport à un chien, un chat, un oiseau. Voilà. C'est comme l'œil. C'est comme l'œil. Prenez par exemple notre vision à nous et la vision d'un poisson. Vous savez ce qu'on mettait sur les portes pour voir qui venait nous rendre visite. On regardait à travers le judas. On appelle ça un fish eyes. Le fish eyes, ça a la particularité d'avoir une ouverture, comme on dit, une focale qui est très large, très très large. Donc on voyait jusque contre les 2 murs qui en fait étaient le mur de la maison. On avait une vue très très large. Donc même si la personne voulait se cacher dans un coin, on la voyait. Alors, qu'est-ce qui nous dit que le poisson ou le fish eyes, là, n'est pas la réalité? Qu'est-ce qui nous dit que c'est nous, ce que nous voyons, nous, qui est la réalité, et pas ce que voit un poisson? Qu'est-ce qui va nous prouver ça? Ah ben oui, mais c'est ça la grande question, hein. Voilà. Oui. Guy, est-ce que tu veux poser une question? S'interroger comme on le fait, explorer tout cela. Ne me fais pas dormir la nuit. Oui, en réalité, c'est s'interroger sur soi-même, puisque l'extérieur n'est qu'un reflet de nos perceptions. Oui, de l'intérieur. Or, j'aimerais dire 2 choses à ce sujet-là. Une de mes coquetteries, c'est que j'écris, peut-être que je publierai l'année prochaine, peut-être. Et j'écris en langue des oiseaux. Or,
il y a une phrase que j'ai écrite qui pour moi est ma phrase fondamentale, c'est le jeu de l'ego, J-E-L''E-G-O, est un jeu de l'ego. Tout ça, ce n'est qu'une construction mentale. Je ne suis pas sûr que j'existe, mais je suis certain que je crois que j'existe. Et quand je m'interroge sur qui je suis en réalité et que je pose la question « qui suis-je ?» ben, j'arrive pas à y répondre. Sans développer, parce que j'ai écrit de nombreuses pages là-dessus, rien que la question « qui suis-je ?» elle est quand même difficile à répondre, parce que quand je dis « qui suis-je », c'est « qui suis-je » ou « qui suis-je » ? Mais vous allez bien vous entendre. Est-ce que je suis celui que je suis, ou est-ce que je suis celui que je suis du verbe suivre? Je ne saurai jamais qui suis-je. C'est trop ambigu. J'adore votre manière de penser, Guy. Ah ben oui, ça m'étonne pas. Elle est un peu tordue, excusez-moi. Plus c'est tordu, plus il aime, parce que... Non, mais moi j'aime bien ça. D'ailleurs, il y a une nouvelle que j'ai écrite que je n'ai pas publiée. Je dis pas que je la publierai pas un jour. Encore un point commun avec Guy. Et je l'ai appelée Le double jeu du temps. C'est une nouvelle sur le temps. Mais le jeu, je l'écris aussi J-E. Voilà. Donc encore un petit point commun supplémentaire. C'est très intéressant de rencontrer des gens voilà, avec qui on a énormément de points communs. Ça fait rudement plaisir. Voilà. Donc moi j'aime bien. Donc le double jeu du temps raconte en fait l'histoire des vertus qui sont dans un espace et dans un jardin, une espèce de jardin. C'est un peu poétique, c'est un peu philosophique. Oui, mais on en parle dans la table de conversation du temps. Hein. C'est sur mon canal YouTube, je vous invite à regarder. Alors, Pascal, bon, ce livre, où est-ce qu'on le trouve? Et comment est-ce que tu as conclu? Quelle est la conclusion de ton livre? La conclusion du livre, c'est l'ouverture. C'est la quasi-certitude que, après tout ce que j'ai pu démontrer, vous m'entendez? Oui. Après tout ce que j'ai pu démontrer comme fausse certitude concernant toutes les informations que nous récoltons grâce à nos 5 sens, j'ouvre un champ des possibles avec un dernier chapitre qui s'appelle « Notre réalité est spirituelle ». Et au final, c'est finalement ce que je crois, c'est qu'il n'y a de véritable réalité que celle que nous construisons dans notre esprit. Donc, il faut le comprendre comme ça. Hein, faut comprendre qu'en fait, c'est notre esprit qui construit la réalité. Mais c'est ça le problème, moi alors là, tu viens de m'embrouiller. Attends. Là, tu viens de me ramener d'un coup au début du truc là. Ça veut dire que ma réalité serait une conception, une perception de mon cerveau, hein, un peu comme un logiciel, qui va créer une réalité, donc c'est pas réel. Oui, tout le livre est basé sur le fait que, effectivement… Là, tu vas pas me faire dormir de la nuit pour du bon, Pascal. Hein, je vais pas dormir, moi. Non, la question était de savoir comment j'ai conclu mon livre. Oui, alors, mais tu peux pas conclure avec les questions qu'on se pose au début, parce que… Ah non, c'est pas une question que je me suis posée au début. C'est une question que j'aborde uniquement à la fin. Au regard de tout ce qu'on a pu dire dans le livre concernant les illusions, les fausses croyances, les choses que l'on voit mal, les conceptions, la manière de percevoir, les représentations, voilà, tout ce domaine voilà, de choses qui frisent avec l'irréel finalement, je les laisse un petit peu de côté. Et puis je me dis, la seule réalité qui vaille est spirituelle. Je me dis en fait que voilà, elle ne peut pas être démontrée par quelque illusion d'optique que ce soit, quelque fausse croyance que ce soit. Voilà. Chacun a une réalité qui est dans son esprit.
Et c'est la C'est seule éthérique qui va. quelque part, la réalité, c'est pas matériel, c'est éthérique. C'est peut-être, En quelque sorte, oui. peut-être que les annales akashiques sont la réalité. Oui, peut-être. Voilà. Donc, c'est voilà, une Super. petite Oui, là, tu ouverture. viens, C'est tu viens comme de ça que je m'embrouiller conclue. complètement. Ah Alors, bon? Non, Anne-Cécile. au contraire, moi, je trouve ça très clair. C'est-à-dire que Ah oui, mais toi, le plus c'est livre, tordu, plus c'est clair pour toi, non, mais mais pas peut-être pour que moi. je Oui, me suis mal exprimé. Non, on se détache en fait, voilà, c'est ce de la que disait matière, Guy au on se début, la détache réalité est du impalpable. matériel, du réel, du palpable, du tangible. On laisse tout ça de côté parce que c'est tellement sujet à contradiction, à caution. Et donc, on se tourne vers une réalité qui est plus spirituelle. Et là, quand deux êtres se rencontrent et qu'ils ont le même niveau de vibratoire, on va dire, qu'ils entrent en résonance, voilà, leur réalité, elle est indéniable. On ne peut pas la contredire, en tout cas pas pour eux. Voilà. Donc, c'est la seule réalité qui vaille finalement. C'est pas celle de notre environnement. L'environnement peut disparaître d'un jour à l'autre. Alors, Pascal, réellement, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors, j'ai auto-édité cette fois-ci sur Amazon KDP. Voilà, c'est Kindle Publishing, donc c'est Amazon. Vous allez sur le site Amazon, vous tapez mon nom et le titre du livre et vous le trouverez très rapidement. Voilà. Donc, il fait 235 pages. Il est vendu au prix de 18 €. Voilà, donc j'ai tout fait. J'ai donc fait la mise en page, la correction. Alors, je l'ai fait corriger par 4 personnes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des copies résiduelles. Le dessin, c'est ma belle qui l'a réalisé. La couverture, c'est moi, etc. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous remercie d'avance de vous y intéresser. Est-ce qu'il existe en version Kindle? Oui, tout à fait. Super. Et l'heure du temps aussi est sur Amazon. L'heure du temps est aussi sur Amazon. J'ai rompu avec le lys bleu. Donc, normalement, l'heure du temps est encore disponible jusqu'en juillet. Après, je le rééditerai dans une nouvelle version sur Amazon, toujours. Ok. Et voilà, je vous invite quand même, j'insiste parce que la table de conversation sur le temps sur mon canal YouTube, donc Calista Bellini sur YouTube, vous allez voir que c'est une table qui en vaut vraiment la peine. On se pose beaucoup de questions. En plus, il y a Mathurin qui était là. Donc, c'était très chouette. Et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue parce que ça vaut vraiment la peine. En plus, on voit Pascal chanter Brassens donc, et jouer du piano. Donc, c'était super, ce petit moment en musique. Voilà. Bon. Merci. Un petit mot Voilà. un petit mot pour la fin. Oui, vas-y. Est-ce que je peux citer Erwin Schrödinger? Vas-y. Alors, il a dit, semble-t-il, dans son ouvrage L'esprit et la matière, la conception que tout individu a du monde est et reste toujours une construction de son esprit. On ne peut jamais prouver qu'elle est une quelconque autre existence. Voilà, je vous laisse faire une belle insomnie là-dessus. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette conversation. Merci beaucoup. Guy, tu veux un petit mot pour conclure? Je ne sais pas. Si, j'ai été surpris quand tu as demandé à Pascal quelle était la fin de son livre. Parce que ça me surprend toujours ce mot fin, F-I-N. Pour moi, il n'y a pas de fin. J'ai pas parlé de fin, j'ai parlé de conclusion. Ah, pardon. Parce que comme il fait toujours des recherches et qu'il a écrit une thèse sur le temps, sur la réalité, etc. Donc, évidemment, quand on fait ça, on arrive à une conclusion. Est-ce que tu arrives
à expliquer ce qu'est le réel. Est-ce que tu as réussi à prouver l'existence du réel ou pas? Voilà, c'est la conclusion que je voulais. Alors, que ce soit une fin ou une conclusion, pour moi, c'est proche. Et je préfère rester sur ma fin, FAIM, car je pense et je suis même certain que les questions nous apportent plus que les réponses, parce que les questions, elles nous font avancer. Merci, Pascal. Mais je vous en prie, Guy, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne cesse de le répéter à qui veut l'entendre, et que les questions sont plus importantes que les réponses. Oui, mais comme moi j'aime bien dormir, j'aime bien d'arriver à passer de bonnes nuits. Alors, Anne-Cécile. Moi, je ne me pose pas trop de questions. Je me laisse porter par l'univers, par mes expériences. Pas de questions. Eh bien voilà. Et les réponses arrivent. Comment? J'ai à peine le temps de me poser des questions que les réponses arrivent. J'ai à peine le temps de me poser des questions que les réponses arrivent. Que les réponses arrivent. Et ça, c'est vrai, c'est les synchronicités. Hein, comme si tout arrive à temps et au bon moment. Alors, je vous invite à la prochaine table de conversation, évidemment. Je pense que la prochaine, ce sera sur la communication familiale. Et puis, il y en aura plein d'autres super géniales, comme en mai, je pense, où je vais recevoir un mamo indien, donc un chef de tribu indien en direct de Colombie, qui va nous expliquer justement la prévention salutaire, comment ils vivent au quotidien, donc leur réalité à eux. Et on va parler un petit peu de ça, de comment est-ce qu'ils préviennent les maladies, les problèmes, aussi bien émotionnels que physiques. Donc ça va être une super table, puisqu'on sera en direct de Colombie, en pleine montagne, dans les Andes, hein, ils sont dans la cordillère des Andes. Et le 20 avril, je vous invite également à une autre table de conversation. Là, on sera avec un auteur du Canada. Ça va être super, sur la loi d'attraction, analyse scientifique. Et moi, évidemment, je mettrai mon petit grain de sel ésotérique. Voilà. Donc, on va discuter sur la loi d'attraction. Je vous y invite. C'est gratuit, toujours, les tables de conversation. Et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé et à très bientôt. Merci, Calista. Merci à tous les intervenants. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi, Pascal, d'avoir Merci. accepté mon invitation. Alors, Pascal, tu restes 2 petites minutes?